C'est parti. D'accord. Ah, parfait. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. J'aimerais tellement savoir d'où viennent les gens. Il y en a d'Europe, du Québec. Ah Des oui. fois, dans le chat, les gens l'écrivent quand Ah, on j'aimerais demande. ça. Je vais le demander, Quand tiens. on demande, oui. Oui. Moi, par contre, j'aurais dû prendre un peu d'eau aussi. Bien, parce qu'on est très coloré. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. On peut commencer, donc c'est fabuleux. Ben, merci. Je ne sais pas dans quelle direction il faut que je regarde. Est-ce que je regarde la petite caméra ici? Voilà. Donc, eh bien, bonsoir à tous. Je vais commencer par rendre hommage à celles et ceux qui se connectent depuis l'autre côté de l'Atlantique et qui nous font le privilège d'être avec nous à 23 heures ou à 22 heures. C'est vraiment très gentil de votre part d'assister à cette rencontre. Donc, l'introduction va être très brève parce que l'idée, c'est vraiment d'entendre nos panélistes. Donc, il s'agit de le premier panel de discussion d'une série de 3 panels qui s'appelle Une nature pour tous, écouter les ressentis et améliorer les pratiques. Donc, écouter les ressentis de qui? Eh bien, de groupes qui, selon nous, sont plutôt invisibles, dont on entend très peu les perspectives quand il s'agit de durabilité, de développement durable, de transition écologique. Donc, pour nous, c'était très, très important de pouvoir laisser un espace de discussion pour à la fois entendre les perspectives de ces personnes et puis surtout les intégrer dans notre façon d'agir pour cette transition écologique et autres. Donc, je suis Emilia Tamco, donc cofondatrice de Unature et idéatrice de cette série. Je voudrais remercier la Maison du Développement Durable qui a embarqué sans hésitation lorsqu'on lui a présenté cette série de 3 panels de discussion. Donc, je voudrais vraiment remercier Marie-Ève Bergeron et son équipe de nous accueillir ici. Et je vais laisser la parole à Hubert Mention, qui est également cofondateur de Unature, parce qu'il va déjà vous expliquer un petit peu ce que fait notre organisation, puis aussi vous faire comprendre de quelle manière, pourquoi c'était pertinent pour nous de réaliser cette série de panels de discussion. Alors merci, je vais être le plus bref possible à mon tour, parce qu'effectivement, le but, c'est pas que je parle, mais je voudrais dire donc à Unature, on est une association qui existe depuis une dizaine d'années. Notre but, en fait, c'est de faire de la nature un outil de santé publique, que ce soit au Québec, au Canada, en Europe et en Afrique. Dans le cadre des multiples activités qu'on fait, on a organisé il y a un an et demi le World Conference on Forests for Public Health à Sherbrooke, qui a donc réuni des tas de chercheurs du monde entier qui travaillent sur l'impact de la nature sur les personnes. Et ce congrès, nous l'organisons à nouveau au mois de mai prochain au Luxembourg. Donc, nous sommes installés dans différents pays. Et nous faisons pas mal de choses, et notamment nous donnons des cours, et des cours sur l'impact de la nature. Et dans la dernière session de cours, il y a une étudiante qui nous a raconté quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle est étudiante, elle est infirmière dans les soins palliatifs. Et il se trouve que donc elle est avec des gens qui sont alités, qui souvent sont inconscients, mais qui sont monitorés par toute une série d'appareils. Et elle, qui adore la nature et qui adore le genre humain en plus, n'a jamais pu s'empêcher de les faire sortir. Donc, elle pousse les lits à l'extérieur de l'hôpital, simplement pour que ces gens puissent être dehors dans la nature. Et elle a systématiquement remarqué
puisque évidemment, ils restent dans leur lit avec les appareils de contrôle qui continuent à être branchés. Elle a systématiquement remarqué une amélioration de tous les paramètres de santé de gens inconscients quand on les sort à l'extérieur. Et je raconte ça pour dire que la nature, le contact avec la nature, qui est vraiment inscrit dans l'anthropologie humaine, hein, l'être humain a passé plus de 99% de son temps d'évolution dans la nature, donc il a été fait par la nature, il a été fait pour la nature. Il n'y a donc rien de tout à fait extraordinaire ni de magique au fait que quand il se retrouve dans son environnement de base, eh bien, ses paramètres de santé augmentent. Donc, tout le monde peut bénéficier de la nature, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. On sait aujourd'hui par beaucoup d'études que aux États-Unis, par exemple, on a calculé que l'impact de la nature sur la santé publique est tel qu'il permet d'économiser entre 4 et 7 milliards de dollars par an en diminution des coûts de santé, en diminution des coûts de santé publique. On a calculé en Australie que si les Australiens passaient 30 minutes par semaine à visiter une forêt, il y aurait une diminution de la dépression de 9%, ce qui est énorme en termes de budget de santé. Donc, c'est vraiment ça notre but, c'est d'utiliser l'énorme science qu'il y a aujourd'hui. Il y a des milliers et des milliers d'études qui attestent de cet impact du contact avec la nature sur la santé publique, d'utiliser cette santé comme on le fait déjà en Finlande pour le bien-être de la population en général, et donc de toutes les populations, et pas simplement des populations qui sont privilégiées parce qu'elles ont déjà un jardin, parce qu'elles ont les moyens de se rendre dans la nature. Et aujourd'hui, donc, on va discuter de ce premier panel pour des gens pour qui c'est plus difficile. Je voudrais juste terminer en rappelant aux gens qui ne le savent pas nécessairement que vivre avec un handicap est une énorme source de stress et que les gens qui vivent avec de tels handicaps sont plus stressés que la moyenne des gens. Or, la totalité des études aujourd'hui sont tout à fait unanimes sur l'impact de la nature sur la diminution du stress. Donc, il est capital que des gens qui ont ce handicap puissent accéder librement, facilement à la nature pour profiter de ses bienfaits. Et nous sommes ici pour savoir comment on peut les aider à le faire. Merci Hubert. Alors, sans plus tarder, je voudrais laisser la parole à nos invités. Donc, nous avons Fadila. Elles vont se présenter elles-mêmes. Elles vont se présenter elles-mêmes. Mais je tiens à ce que la première partie de cette discussion soit réservée donc à des représentantes de ces groupes dont on parle. Donc, nous avons Fadila, qui est bénévole à la Fondation INCA, qui est elle-même malvoyante et qui va nous parler de son expérience et surtout de la manière dont elle ressent la nature. Ça va être très intéressant à entendre. Puis on va entendre également Elisabeth, donc Elisabeth Lavigueur, qui est la vice-présidente de Audition Québec et qui va également nous donner son point de vue en tant que personne qui est malentendante. Donc, la première partie de cette discussion sera vraiment axée sur nos panélistes ici, mais dans un deuxième temps, ce sera très intéressant de pouvoir vous entendre aussi dans le sens de vous entendre. Malheureusement, pour ceux qui sont sur Zoom, je ne pourrai pas vous entendre, on ne pourra pas vous entendre, mais vous pouvez toujours envoyer vos questions dans le chat. Marie-Ève est là et elle ne manquera pas de poser les questions pour vous au micro pour nos invités. Mais pas seulement des questions, des partages d'expériences, si vous le pouvez aussi, ou des suggestions, des commentaires, ce sera vraiment le bienvenu. Puis on a aussi nos personnes dans la salle qui pourront interagir comme elles le souhaitent. Donc commençons par, et je vais m'asseoir, tiens, commençons par Elisabeth. Ah, Oui, je passe le micro. on commence par Elisabeth. Elisabeth, ce serait super de vous entendre justement sur... Moi, la question qui me vient, en fait, c'est est-ce que les malentendants ont besoin de nature et comment on vit la nature quand on est malentendant? Alors, je vais répondre tout de suite. D'abord, vous m'entendez bien tout le monde? Ça va, c'est bon? Oui, oui, oui et oui. Absolument. Être malentendant, c'est très stressant. D'abord parce que c'est un handicap qui ne se voit pas. Et on est tout le temps sur le qui-vive. Quand une personne va nous parler, on fait de la lecture labiale beaucoup et on n'a pas toujours compris. Et comme on comprend toujours, on ne comprend pas toujours, la réaction immédiate des autres, c'est elle est bête ou c'est une imbécile. Alors, entre autres, moi qui ai fait de l'enseignement pendant de nombreuses années, les premières fois, c'est les commentaires que j'avais des étudiants, elle ne comprend rien. Oui, non, alors après, ce que je faisais, c'est que quand je commençais les cours, j'enlevais mes deux prothèses, puis je leur disais, vous voyez ce que c'est ça? Ce sont deux prothèses, les oreilles vont très mal, mais entre les oreilles, ça va très bien. Alors donc, oui, effectivement, le,
La nature plus que jamais parce on est en stress. On est tout le temps sur le qui-vive. Un exemple que je pourrais donner, si jamais je parle trop, vous me le dites, Ben Emilia. oui, Hein. Par exemple, pendant la COVID, on est dans un hôpital, on attend pour le vaccin, tout le monde est masqué. Et puis, nous aussi, bien sûr. Alors, quand on fait de la lecture labiale, quelqu'un qui est masqué, évidemment, on ne va pas comprendre. Il y a le bruit environnant qui n'aide pas. Il y a des progrès incroyables avec les prothèses. Donc, moi, je suis rendue quasiment à ma 15e paire. Mais malgré tout, la prothèse, ce n'est pas l'oreille humaine. L'oreille humaine est absolument géniale, elle est extraordinaire. C'est des millions de processus en même temps. Les prothèses, c'est un petit peu moins, quoique avec l'intelligence artificielle, ça va s'améliorer, mais quand même. Donc, pour Elisabeth, répondre à votre question, oui. j'avais justement une question, parce que moi, quand on a discuté avant le panel pour le Oui, préparer, j'étais très étonné d'entendre que vous étiez très gêné par le bruit. c'est effrayant. Et- Et on devient. Parce que une prothèse, ce n'est pas l'oreille humaine. L'oreille humaine, comme vous parlez, je vais faire attention uniquement à ce que vous dites, et l'oreille humaine va filtrer votre voix. La prothèse, elle va filtrer la voix, mais elle va prendre le bruit aussi du chauffage qui est là. Est-ce qu'il y a du chauffage chez Oui. vous? Ou de la soufflerie qui est là. Feu de cheminée, ce n'est pas vrai, il est virtuel. Mais fallait pas le un dire, craquement fallait pas le dire, Elisabeth, on y croyait. un craquement de plancher et autres. Donc, on est sans arrêt aux aguets pour être sûr de bien entendre votre voix. Alors, c'est vrai que les nouvelles prothèses, elles vont nous permettre de discriminer votre voix en orientant la prothèse, mais ce n'est pas l'oreille humaine. Donc, oui, effectivement. Donc, on est tout le temps, on doit faire 2 fois plus attention que les autres pour vous écouter, pour entendre, pour bien percevoir votre voix, et c'est fatigant. Donc, Et, oui, stress. et donc, vous disiez aussi que dans la nature, par exemple, vous ne pouvez pas localiser un chant d'oiseau. Non, absolument. Donc, dans mes recommandations hein, que j'ai écrites là, informer, sensibiliser, oui, j'adore les oiseaux. Donc, j'avais fait partie je faisais des sorties d'ornithologie. Et puis, dans le parc ou dans le bois, ne serait-ce que le Mont-Royal, les gens disent oh, regardez, écoutez, écoutez, c'est le jet bleu. Puis, alors, tout le monde va là, mais moi, le jet bleu, parce que l'oreille va pas, j'entends le jet bleu là alors qu'il est là. C'est les, donc, c'est gênant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses à faire quand On on est va, en on va, nature, quand on est ben, tout à accompagné. fait. Et Oui, parlez-nous aussi parce que vous parliez du stress. On a parlé du stress d'emblée. Comment, expliquez-nous en fait ce que la nature vous fait et comment ça vous déstresse. oh, les odeurs, la vue, alors donc ce que j'ai marqué, comme on entend mal, les autres sens jouent très fort. Ça doit être pareil certainement pour vous dans l'autre sens. Hein, vous, l'oreille, ça doit être génial. Euh, alors, il vient de pleuvoir. Vous savez, quand il vient de pleuvoir, les odeurs ressortent, les feuilles, la terre mouillée, la pluie, la pluie. Merveilleux. Et le visuel aussi. Donc, on est très attentif aux couleurs. Alors, le visuel, à l'automne, c'est un vrai régal. On entend et puis les senteurs aussi. Je suis très, très sensible aux odeurs. Mhm. Les vibrations aussi sont très agréables. Donc, effectivement, on vient de la nature quand même, les humains. Hein. Au départ, on n'est pas né dans des immeubles, hein. On est né en pleine nature. Donc, je pense que nos gènes ancestraux, c'est ce qu'il faudrait dire, notre ADN ancestral nous fait jouir de ça. C'est un vrai bonheur. Oui, oui. Je vais très, très, très régulièrement au Mont-Royal. Pour moi, c'est sacré, là, parce que je suis de Montréal. Donc, Est-ce que c'est ce que vous constatez parce que vous pilotez aussi une organisation, Audition Québec, donc vous êtes aussi entouré de personnes qui sont malentendantes. oui, bien Est-ce que sûr. c'est ce que vous Oui. entendez? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles sont très stressées par l'appareillage. Mhm. Les prothèses auditives ne sont pas parfaites, donc elles sont très stressées avec ça. Elles sont très stressées, surtout celles qui ont, par exemple, des personnes qui ont des implants cochléaires ou qui ne sont pas toujours bien appareillées ou qui ont toujours été, sont par exemple malentendantes de naissance, donc elles ne s'entendent pas, donc elles ont une voix très, très aiguë, donc elles ne se font pas comprendre. Et quand on ne se fait pas comprendre, c'est stressant. Mhm. Quand on ne se fait pas comprendre, le propre de l'humain, la nature, oui. Le deuxième euh, élément important pour l'humain, c'est la communication. On est tellement bien quand on parle ensemble. Et si on ne peut pas communiquer avec facilité, avec aisance, sans que je parle trop vite, d'ailleurs, moi, souvent, je parle vite et haut, ça, c'est l'audition. Hein, c'est l'audition qui fait le stress de l'audition. J'ai appris à respirer puis à me calmer. Mais donc, dans tous les gens d'Audition Québec que je représente, parce qu'effectivement, c'est un organisme qui s'occupe des personnes malentendantes et des personnes sourdes,
Et ce qu'on essaye de leur apporter, c'est du soutien et de l'aide, beaucoup psychologique, beaucoup d'informations. Et effectivement, ils ont un niveau de stress qui est pratiquement tout très élevé. Le fait de ne pas se faire comprendre, de pas se faire comprendre. Mais en nature, Dans et tous les sens du terme. je vais peut-être Ouais, poser des questions très niaiseuses, mais je pense ouais. qu'il faut les poser. Allez-y. Mais en nature, ce que je m'imaginais, c'était que parce qu'on n'entend pas bien, on peut avoir peur de s'y rendre en ne sachant pas qui va surgir en termes d'animal, en termes de, je ne sais pas moi, un serpent, un ours. C'est un très bon point. C'est un Ah, excellent point. Merci, Emilia. C'est un très bon point, surtout s'il commence à faire sombre ou surtout si on est seul. Quand on n'entend pas des bruits, on est sous le qui-vive. Hein. Et puis, je vous en parlais à la réunion de préparation. C'est la raison pour laquelle, avec Audition Québec, moi, je fais du vélo, malgré tout. Mais des fois, je ne vais pas entendre une auto qui passe derrière puis qui va me frôler près, mais je ne l'ai pas entendu. Donc, il va passer près. Donc, on va faire des plaques, par exemple, des malentendants pour le vélo. Ça prendrait des plaques aussi d'autres plaques en pour la nature. nature. On est toujours pleine d'idées, pleine de projets. Mais effectivement, c'est aussi une source de stress parce que comme on ne peut pas prévoir le bruit qui s'en vient, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Oui. On ne sait pas. Puis des Ben fois, oui. comme vous, quand je vous touche parce que vous êtes malvoyante, alors je vais y aller délicatement parce que la touche d'un boule, elle va sauter. Alors nous, ça va être pareil pour le bruit soudain parce que tout d'un coup, oups, il est à côté, puis on ne l'avait pas prévu. Bonne Je question. comprends. Bah, Fadila, peut-être que vous pouvez renchérir un peu et puis nous parler de votre expérience, vous, par rapport à la nature. Vous avez une belle histoire, Fadila, parce que vous m'aviez parlé de votre grand-mère. Alors, on va vous donner le micro, qui était un exemple parce qu'elle était malvoyante et elle vivait à la campagne. Et vous Oui. aviez été très imprégné par l'expérience de votre grand-mère qui était très à l'aise malgré justement son handicap dans la nature. Oui. Moi, de jeune âge, j'ai vécu pratiquement toute ma vie d'enfance avec ma grand-mère qui était aveugle. Je ne l'ai jamais vue stresser, pleurer parce qu'elle ne voit pas ou quelque chose comme ça. Donc, quand j'étais petite, je me posais toujours des questions. Comment elle fait ces choses? Comment elle a ses repères des choses? Elle n'a jamais eu peur, ni crainte, ni quelque chose comme ça. Ça veut dire, en grandissant, parce que moi, j'ai une maladie dégénérative de la rétine. Donc, j'ai perdu l'œil gauche à l'âge de 13 ans. Et le deuxième œil, il se dégrade depuis l'âge de 17 ans, suite aussi à un décollement de rétine. Donc là, actuellement, je contraste juste les choses foncées, claires, et je vois la lumière, mais je ne peux pas distinguer les visages. Je me trompe beaucoup sur les couleurs, donc je ne vois pas grand-chose dans le fond. Donc, mais le fait que j'ai grandi quand même dans une nature, j'avais pas le stress que j'ai actuellement. Donc, franchement. Donc, c'était sain, simple, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Surtout quand c'est un endroit qui est familier. Donc, c'est toujours les mêmes ruelles, les mêmes champs, les mêmes voisins. Donc, c'est sécuritaire dans le fond parce que la nature, elle est comme elle est. Donc, il n'y a rien qui a été rajouté dessus. Donc, contrairement à maintenant, il y a beaucoup de stress. Donc, je me posais toujours la question avec ma grand-mère quand elle était là parce que là, elle est décédée. Elle faisait ces choses parce que c'est une routine habituelle, c'est un confort, c'est comme l'intérieur et l'extérieur pour elle, c'était pareil, parce que c'est des choses qu'elle faisait quotidiennement et, elle connaissait pratiquement toutes, vraiment. Elle faisait la différence de toutes. Toutes choses que je peux lui donner, elle sait, je l'ai ramené d'où, c'est quel arbre, c'est quelle plante. Elle connaissait tous les noms des plantes, des certains fruits de forêt, tout. Donc vous avez vraiment eu une expérience apaisante d'être malvoyante, mais d'être en contact avec la nature. C'est ça que je comprends. Ah oui, et aussi, elle m'a toujours appris à marcher pieds nus.
Ah, marcher pieds nus, c'est vrai. Fadina, on a longuement parlé. Alors, racontez-nous. Alors, pour elle, marcher pieds nus, elle disait ça. J'ai toujours appris ça parce que pour elle, pour ça remplace vraiment son toucher. Donc, quand elle marchait pieds nus, elle est tellement, pour elle, c'est la sécurité parce qu'elle dit, dans la nature, il n'y a rien qui va faire mal dans mes orteils, dans mes pieds. Donc, elle sait que quand elle touche avec, ben, ça, c'est ce que j'ai appris aussi, quand je marche, je touche avec mes orteils, je sais que c'est- il est en avant comme ça. Donc, je sais que s'il y a un petit trou en avance que j'appuie avec mes pieds. Mhm. Donc, pour elle, marcher pieds nus, c'est vraiment sécuritaire. C'est comme si moi, actuellement, quand je prends ma canne, donc, quand je marche pieds nus, j'ai pas besoin de canne. Wow. Mais si j'ai ma canne, ça veut dire que c'est un endroit que je connais pas, c'est pas familier, c'est pas une nature. Donc, ça remplace les deux, La- soit pieds nus, soit la canne. Mais là où j'habite actuellement, j'habite Mhm. à la ville de La Prairie. Mhm. Tout est familier autour de moi dans le fond. Donc, moi, quand je sors à l'extérieur pour aller chercher mes enfants à l'école ou bien aller à la piscine, il y a une piscine en pleine, je partais toujours pieds nus. Ah oui, Toujours, toujours. vous vous sentez plus en Ah sécurité oui, en oui, fait à oui. Ah, sentir le j'adore. sol. J'adore. Je Ok. dis, et elle disait toujours, si tu veux avoir une bonne santé, quand il fait chaud, marche pieds nus à l'extérieur Hmm. et tu vas récolter tout ce qu'il faut pour ton corps pour l'hiver. Wow. Donc, en été, je marche vraiment beaucoup pieds nus à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, on avait parlé du stress tantôt, je vais y revenir, mais vous avez aussi une expérience de travail avec des enfants entre 5 et 16 ans qui étaient sourds-muets Oui. et que vous emmeniez en nature. Parlez-nous rapidement de ce que vous avez constaté quand vous étiez avec ces enfants. Ah, quand j'ai travaillé avec, dans un centre de sourds-muets, il y avait un groupe des aveugles aussi avec eux. OK. Donc, dans le programme, c'était important dans la journée qu'on sort 1 heure de temps à l'extérieur. Donc, d'ailleurs, les enfants, c'était elle était tellement importante pour eux. D'ailleurs, eux aussi, je leur apprenais à marcher pieds nus, surtout les aveugles, parce qu'ils avaient tellement de questions Hmm. qu'on n'a pas de réponse, bien sûr. Donc, quand je les fais marcher pieds nus, ils découvrent quand même différentes choses, différents ressentiments qui remplacent des choses qu'on ne peut pas verbaliser. Donc, la nature aussi pour les sourds-muets, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Mhm. Euh, c'est une bouffée d'oxygène, en plein oxygène, parce que l'internat, parce que c'était une école qui avait, ils dormaient là-bas, donc c'était l'internat. D'accord. Donc, le seul refuge qu'ils avaient, c'était d'être vraiment en pleine nature. C'est intéressant parce que c'est très intéressant ce que Fanuel dit parce que on ne se rend pas compte à quel point la civilisation dans laquelle on est vraiment une civilisation qui a privilégié deux sens, qui sont le sens de la vue et le sens de l'ouïe, hein, qui sont des sens privilégiés depuis les Grecs. Et donc, on ne se rend pas compte que progressivement, on est arrivé dans un monde où, en fait, il n'y a plus que ces sens-là qui sont stimulés du matin au soir. Et que la nature, justement, pour les gens qui ont perdu un de ces sens, c'est un endroit, au contraire, où il y a plein d'odeurs, il y a plein de sons, il y a Toucher, plein de textures à toucher, etc. Donc, c'est exactement. un environnement qui est beaucoup plus riche au niveau des sens que l'environnement intérieur. Il ne s'adresse qu'au sens de la vue et au sens de l'ouïe. Et c'est carrément on va dire, le constat, on va dire, ou le combat de Christiane, qui est notre invitée, qui accompagne des personnes malvoyantes dans la nature, et pas que d'ailleurs, et qui a développé tout un tas de stratégies qui arrivent à justement dire aujourd'hui qu'il faut réellement comprendre ce qui vient toucher ou la manière dont les personnes qui ont un handicap interagissent avec la nature pour réellement leur proposer les programmes adéquats ou les sorties adéquates pour qu'ils puissent faire vraiment une expérience bénéfique de ça. Donc, Christiane, peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu, premièrement, présentez-vous et puis dites-nous un peu comment vous êtes arrivé à trouver ces différentes stratégies au contact des personnes que vous accompagnez.
Bon, ben, c'est par ma formation comme spécialiste en orientation et mobilité. J'ai travaillé 33 ans. Oups. J'ai travaillé 33 ans pour l'Institut Nazareth et Louis Braille et je suis à la retraite depuis 2010. Et la vie m'a amenée à faire la formation de guide de reconnexion nature avec l'Université dans la nature. Donc, quand on ne voit pas, ce qui est important pour connaître l'environnement, ben, c'est sûr que le toucher, ça a un rôle primordial et l'odorat, le son. Quand on va dans la nature, ce qui est important aussi pour tout le monde, même pour ceux qui voient, il y a des gens qui ont peur. Puis encore plus quand on ne voit pas, c'est important déjà d'établir un sentiment de sécurité. Donc, des personnes qui n'ont pas du tout de vision, s'ils vont dans la nature, ils vont avoir besoin d'un guide voyant avec eux autres. Donc, c'est important que la personne qui guide la personne qui a une déficience visuelle, bien, qu'elle ait quand même un minimum de connaissances pour guider. La plupart des gens, moi, qui sont venus avec moi, ils étaient déjà avec des personnes qui étaient habituées de les guider. Donc, ça fait une grosse différence. Il y a déjà un sentiment de confiance. Pour le toucher, c'est important nous autres, quand on veut toucher quelque chose, bien, parce qu'on voit, je peux savoir d'avance si ça va être doux, ça va être piquant, mais la personne qui ne voit pas, elle met une main sur une écorce, disons, qui peut être piquante. Ben, ça peut la saisir. J'ai travaillé avec des gens, moi, qui avaient des défenses tactiles et je pense que ces défenses tactiles-là sont venues beaucoup du fait qu'on leur mettait la main sur les objets sans aller délicatement. Le toucher peut donner beaucoup d'informations et c'est important d'avoir une approche qui n'est pas juste. Moi, là, je vais prendre mon verre. Je ne le touche pas vraiment. Je le touche parce que je le prends. Mais si je veux vraiment prendre connaissance de qu'est-ce que c'est un verre, je vais vraiment prendre la forme, je vais vraiment prendre le temps d'observer. Et dans la nature, je donne vraiment le temps beaucoup aux gens de toucher. Donc, je vais leur donner l'opportunité d'explorer de différentes façons. Donc, par la pression, de toucher avec la paume, c'est pas pareil comme si je touche avec le bout des doigts. Si la pression que je fais, si je mets beaucoup de pression, moins de pression, je peux toucher avec d'autres parties de mon corps aussi. Je peux toucher, si je suis contre un arbre, je peux toucher avec mon front. Je vais avoir une autre information. Je peux toucher avec ma joue, je peux toucher avec mes pieds. Tout le corps est là pour recevoir. Et la nature, c'est important pour tout le monde. Et je dirais même aussi, moi, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants, puis beaucoup en collaboration avec les enseignants. Et pour l'apprentissage aussi, disons qu'il y avait de la lecture à faire. Si un enfant lit un texte et puis il y a plein de mots qu'il ne connaît pas ou il a juste entendu, bon, bien, il y a des arbres, il y a la forêt, mais il n'a jamais vu, il n'a jamais touché à un arbre, bien déjà dans sa lecture, dans sa compréhension du texte, ça va être difficile. Donc, j'essayais beaucoup d'intégrer mes déplacements avec les enfants en fonction de ce qui était possible aussi, en collaboration avec les enseignants. Moi, je travaillais beaucoup à l'école spécialisée et c'est vraiment important de toucher aussi, d'écouter, de sentir. Le son est important. On peut sentir la présence d'un arbre, par exemple, juste par la vibration que ça va faire. Donc, et sa grandeur, j'aimerais bien que tu racontes ce que tu avais fait comme expérience avec des aveugles qui ne peuvent pas évidemment s'imaginer la hauteur d'un arbre. ah oui, ben c'est ça. Ça, c'est l'idéal. Hein? Quand je me promène en forêt, puis j'ai l'opportunité de voir un arbre qui est allongé au sol, qui a été déraciné, ben c'est de prendre le temps d'aller de la racine jusqu'à la cime de l'arbre. Et sont étonnés de voir qu'un arbre, ça peut être grand comme ça, parce que quand on touche, on n'a jamais l'ensemble de la chose. Hein?
Donc, là, ça donne l'opportunité vraiment de toucher les racines et de connaître plus et même de prendre le temps des petits pousses là, dans la forêt. Ben, c'est de prendre, ah, ben ça, il est haut comme ça, le petit pain, mais c'est petit comme ça, puis ça a cette forme-là. Puis là, quand c'est gros, c'est différent. Alors, ça donne vraiment d'autres contextes aussi, ça donne une idée d'ensemble. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans mon travail, c'est tout le développement sensoriel, d'être à l'affût de tout ce qui se passe dans notre environnement. C'est vraiment le contact avec la vie aussi, parce que la vision, ça donne un certain contact, mais c'est loin. On touche pas. On touche pas. Mais quand on touche, ça donne pas juste contact avec l'objet, mais ça nous relie à la vie, je Oui, trouve. c'est sûr. Et Donc, ça permet aussi à certaines choses, certains concepts, je ne sais pas comment les appeler, mais ça permet de les rendre plus concrets. Parce que je parlais à Fadila tantôt et quand elle parlait, elle m'expliquait un peu son travail avec les enfants. Elle me disait, mais les enfants posent des questions, je ne sais même pas comment leur expliquer ce que c'est, Oui, par exemple, une parce flamme. que dans C'est quoi le une fond, flamme? Oui. une personne qui a déjà vu, donc après ça, il devient aveugle. Si on fait la description des choses, il a quand même une idée dans sa tête de la description à peu près. Mais quelqu'un qui est aveugle de naissance, on peut pas faire une description pareil qu'une personne qui a déjà vu. Donc, la description, elle est impossible pour une personne non-voyante de naissance. Et alors, j'ai Donc, une- la seule description qu'on a, c'est le toucher. Parce que un enfant qui te pose la question, Tata, est-ce que tu peux me dire les nuages, ils sont comment? Est-ce que je peux toucher la flamme? Donc, c'est des questions on peut même pas faire la description dessus, à part si on touchait. Ça veut dire si on va construire, je sais pas, une bougie imaginaire avec un truc, même un truc lumineux, on peut pas dire quelque chose de lumineux parce qu'il sait pas ce que c'est. Donc, il y a des choses il n'y a pas de réponse. mais j'ai une question à ce sujet-là, justement, parce que quand on avait fait la reconnexion nature avec des Oui, aveugles, on s'était posé la question au début, est-ce que c'est important pour un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas du tout, quand il est dans une forêt, est-ce que c'est important pour lui ou pour elle que quelqu'un lui décrive ce qu'il voit? oui, c'est très, très important. Ben, c'est très important de dire il n'y a pas de danger, que c'est vaste, que tout ce qu'il y a en face de lui, ou bien là où il marche, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de trou. C'est ça la description pour une personne qui ne voit pas. Donc, c'est beaucoup plus le danger. Et la nature elle-même, au toucher, soit avec les pieds, soit avec les mains, qu'on découvre réellement c'est quoi la nature. La sensation, le son, la senteur, l'écoute des sons des oiseaux. Donc, un oiseau, on peut entendre le beau chant des oiseaux, mais pour que je sache c'est quoi le oiseau, je dois vraiment toucher le oiseau. On ne peut pas faire la description d'un oiseau si je ne le touche pas. Et Elisabeth, comment est-ce que du point de vue maintenant des malentendants, comment est-ce qu'on va décrire un son de nature? Voir sourire quand on parlait, parce Ah oui, le qu'effectivement, micro. l'oiseau, alors nous, oui, je m'excuse, oui. Merci pour la question. Oui, effectivement, l'oiseau, nous, on le voit, mais comment est-ce qu'il chante? C'est pas toujours précis, ou parfois il peut chanter trop fort ou pas du tout. Alors, l'idéal, là, je vais m'adresser à notre voisin de là, Tu peux y aller avec tes recommandations. Vas-y. c'est d'avoir des panneaux, hein. J'ai marqué dans mes recommandations le toucher, le visuel, l'odeur, mais c'est d'avoir le plus de panneaux possible. Un bel exemple au Mont-Royal, quand on est juste avant la croix, parce que j'y vais tout le temps. Puis là, on a le panneau, là, on nous décrit des écureuils. Après, on nous décrit effectivement le rouge-gorge, le jet bleu. Ah, peut-être que j'ai des chances de voir le jet bleu. Alors, on fait attention parce qu'on voit le panneau. Et puis, en regardant dans le coin, on dit, ah, Mais peut-être des que panneaux je l'entends. des panneaux qui disent quoi? Je Ben, des comprends pas. panneaux qui vont décrire, par exemple, l'oiseau, et puis qui vont donner le nom de l'oiseau, puis qui diraient, par exemple, ah, il y a des chances de l'entendre dans cet arbre-ci ou cet arbre-là. Ah, d'accord. Parce que Ok. souvent, donc de nous dire, il est là, mais surtout de nous dire où.
pour qu'on puisse diriger nos oreilles vers le où en question. C'est intéressant, Donc, ça. ce serait vraiment, vraiment important pour tous les bruits de la forêt, en fait. Hein. Oui. Oui. Vas-y, Christiane. À Chambly, on a aménagé un sentier et puis pour répondre à Elisabeth, les sons d'oiseaux sont comme écrits. Ah oui, je sais. Titou, tout, Oui, tout, oui, c'est ça. oui. Alors, bien, si on lit, ça peut quand Oui. même donner une Oui. idée du son. Et il pourrait être en braille aussi. Oui, je sais pas, oui. Puis je disais, sur le panneau, par exemple, avoir un code QR. Mais, Et puis avec notre en braille, pardon, en braille, pour un aveugle, il peut pas dire qu'il y a un panneau. Donc, il faut un truc sonore pour dire qu'ici, il y a un panneau. Donc, pour un malvoyant qui peut distinguer le contraste des trucs, peut-être qu'avec un truc lumineux, il peut savoir qu'il y a un panneau, mais un aveugle de naissance, il ne peut pas savoir qu'il y a un panneau. Donc, il faut un système sonore pour dire ici, il y a un panneau. Donc, Oui. Mais en général, quand tu vas aller dans le bois, tu vas être accompagné d'une personne qui voit. oui. Donc, Moi, le fait que j'ai vécu avec une grand-mère qui était aveugle quand même, elle partait dans son champ toute seule avec, elle a un bâton avec elle parce que à l'époque, d'ailleurs, le trajet pour se rendre, il y a des pierres, ils ont construit des pierres c'est comme une route cyclable, mais c'est juste des pierres sur les deux côtés qui traverse tout un champ pour aller, pour chaque personne, il a sa part dans un champ. Donc, c'était comme ça. Elle a tellement de repères, tellement de trucs que c'est sécuritaire dans le fond parce qu'elle le sait déjà. Mais là, si on va y aller dans une nature qu'on ne connaît pas, dans un milieu, je ne sais pas trop, il y a tout un changement. Donc, on ne peut pas savoir c'est quoi nos repères dedans. Donc, Oui, Donc, un j'entends que panneau, moi, je pense que l'idée d'Elisabeth, moi, je trouve que c'est une idée concrète vraiment intéressante, qui n'est quand même pas hors de prix de mettre des panneaux. Et si les visiteurs étaient informés d'une manière ou d'une autre que dans telle partie du Mont-Royal, par exemple, de tel parc, il y a eu des aménagements qui ont été faits pour les non-voyants et pour les malentendants, alors la question soulevée par Fayda, elle est réglée. Ils savent qu'il va y avoir quelque chose. Oui, puis si vous me permettez, d'ailleurs, j'ai marqué dans les recommandations tout ce qui est, j'ai marqué équipé, hein, informer, sensibiliser, équiper. Et dans le équipé, ça peut être comme dans les musées. On est dans les musées, on arrive devant un tableau, mais automatiquement, on a la description du tableau. Avec les GPS et tout, moi, je ne suis pas assez techno pour ça, mais il me semble que ça devrait être possible. On arrive devant un tableau, puis toc, sur le tableau, il y a le code QR et autre chose qui nous dit, ah, là, vous êtes sur le tableau, là, il y a des chances d'entendre le jet bleu, le rouge-gorge, etc. Oui, et au c'est tout à fait niveau, ça. je voudrais quand même laisser parler aussi Sidiki Diarra, qui est conseiller en aménagement urbain. Mais je pense que de manière organique, on va retomber sur des idées d'amélioration. Et puis, j'espère que aussi, s'il y a des personnes dans la salle et sur Zoom qui veulent participer parce qu'ils ont des exemples intéressants à partager, ce serait vraiment super de pouvoir les entendre. Sidiki, dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce que vous faites. En tant que conseiller en aménagement urbain. Donc, expliquez-nous un peu votre travail, puis ensuite, je serais curieuse de savoir comment vous recevez, vous designez des espaces. Donc, comment est-ce que vous recevez ce que vous entendez avec nos panélistes? Ah bon, merci, Emilia. Moi, c'est Sidiki Diarra. Je suis conseiller en aménagement du territoire à la MRC des Mascoutins. MRC, c'est municipalité régionale des comtés. Donc, moi, mon rôle dans mon équipe et mon service, on est chargé à la mise en œuvre du schéma d'aménagement de développement de la MRC. Donc, qu'est-ce que le schéma d'aménagement? Le schéma d'aménagement, c'est l'outil par lequel la MRC planifie l'aménagement du territoire, de son territoire, dans le fond. Donc, cet outil est traité sur les bases des dimensions sur plusieurs thématiques, c'est-à-dire l'environnement, l'agriculture et le social, le développement économique, etc. Donc,
Donc, dites-nous comment vous recevez ce que vous... Est-ce que ce type d'information, par exemple, qu'on a besoin d'être plus axé sur le toucher quand on est un malvoyant, d'avoir des panneaux pour entendre, pour savoir qu'est-ce qu'on va en fait voir dans quelques minutes. Est-ce que ça, ce sont des informations qui vous arrivent quand vous êtes en train de faire votre planification? Ben, tout d'abord, je vais d'abord définir un peu, c'est-à-dire le processus de planification, c'est-à-dire c'est quand même un processus qui suit différentes échelles. Les projets, c'est-à-dire à l'échelle municipale, c'est vraiment à cette échelle-là qu'on traite, c'est-à-dire des enjeux plus pointus. Mais avant l'élaboration c'est-à-dire la mise en œuvre d'un plan à l'échelle municipale, il y a d'abord une vision stratégique qu'il faut élaborer au préalable. Je pense que c'est là où vraiment, c'est-à-dire la prise en compte des besoins plus à l'échelle globale du territoire est vraiment très importante. Parce que la vision stratégique euh, euh, d'une municipalité régionale, c'est vraiment une vision qui s'étale sur des énoncés. Donc, d'où l'importance des mots est très importante là-dedans, l'inclusivité, l'équité, etc. Donc, je pense que ce processus de planification aussi prend en compte la participation aussi des différents acteurs, la participation citoyenne. Et c'est là où ça devient vraiment important que les différents organismes ou les personnes aussi euh, qui ont des besoins plus particuliers puissent se faire entendre aussi pour que cette vision-là pour que l'énoncé de cette vision puisse prendre en compte aussi les différents besoins aussi de la collectivité. Mais parce qu'on entend tout le temps parler d'inclusivité, de tous ces machins, mais moi, j'ai toujours jamais vu un espace naturel où il y a eu des aménagements quelconques, même minimes, faits pour des gens qui ont une déficience visuelle ou auditive. Ni à Montréal, ni à... J'ai jamais vu ça, nulle part. Je sais qu'il y a des feux rouges en Europe qui émettent un son, mais dans la nature, j'ai jamais rien vu. Donc, est-ce qu'il y a des aménagements quelque part dans la nature pour régler les problèmes dont on vient d'entendre parler? Ben, personnellement, je viens d'apprendre beaucoup d'informations ce soir même à travers les personnes concernées par euh, les personnes qui ont plus ce besoin plus spécifique-là. Et je pense que c'est l'importance aussi pour les professionnels comme nous, c'est aussi d'avoir l'occasion de participer aussi à ce genre d'échange-là afin d'être aussi informé de ces enjeux-là et la participation aussi de ces personnes dans le processus de planification pour que ça puisse suivre vraiment les différentes échelles de planification. Parce que ce que je viens de dire là par rapport à l'échelle plus régionale municipale, une fois que les besoins sont énumérés et que elles sont prises en compte et que les grandes orientations qui fixent le schéma d'aménagement sont formulées, c'est l'occasion aussi pour les municipalités plus locales de faire la concordance de leurs outils d'urbanisme. Et même dans ce processus aussi, selon la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, ils sont obligés de faire des participations aussi afin de tenir compte de la vision stratégique, de tenir compte aussi de tous les aspects du processus de planification et aussi d'inclure aussi, c'est-à-dire le besoin de toute la population dans le fond. Et je trouve que c'est en partie de ce moment-là qu'il est important déjà de se faire entendre, je pense. Et c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui, bien sûr. Alors, entre le moment où le besoin est exprimé, qui est ce soir, et puis le moment où le panneau va être planté avec le code QR, c'est combien de temps?
Ou est-ce que je suis mieux de demander aux amis du Mont-Royal de planter le panneau, puis après, ils vous envoient la facture? Je fais une blague, mais Ouais, c'est sûr que moi, je ne pourrais pas répondre à cette question, c'est sûr. Non, parce que vous avez raison, on est en 2025. Ouais, Non, mais on est en 2025. Je veux dire, les gens qui ont des déficiences auditives ou visuelles, ils sont pas, ça date pas de l'année dernière. Donc, ouais. comment se fait-il qu'après toutes ces années, et j'ai quand même une question que je voudrais vous poser à toutes les deux, comment vous vous sentez traité en général, évidemment en particulier par rapport à votre accès à la nature, mais en général, comment vous vous sentez traité dans la société dans laquelle vous vivez? oh my God. Ben, dans la nature, on vient de l'exprimer. En général, je vais essayer de répondre de façon positive. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parce que et ça va avec l'air du temps aussi, les gens sont de plus en plus, les autres normaux, entre guillemets, sont quand même de plus en plus stressés, de plus en plus impatients, donc prennent pas le temps de nous comprendre, prennent pas le temps de nous entendre. Ça doit certainement être pareil pour ma voisine. C'est vraiment pas évident. Et vous vous sentez très marginalisé, pour ne pas dire exclu, quoi, un peu, finalement. C'est pas évident, je peux Ouais. vous le dire tout de suite. On a une question dans la salle? Non? Non, ça va? Mais je peux Oui, filer c'est mon bon, micro. c'est Ouais, bon. c'est bon? Oui, Parfait. c'est bon, merci. Je m'appelle Renata. Je travaille comme agente de développement équité, diversité, inclusion pour les groupements des centres d'artistes autogérés du Québec. Donc, c'est pas dans le domaine de la nature, c'est dans le domaine des arts. Oui. Mais je suis très concernée par ces questions-là. Puis, je me demandais en fait s'il y avait des collaborations avec des organismes et Parcs Canada, par exemple, parce que je pense que ça serait intéressant de vraiment aller voir dans une échelle plus grande pour que ça change. Il me semble que la question d'accessibilité est très systémique. Et justement, comme monsieur disait, bon, les plans stratégiques, tout ça, je ne veux pas être méchante, mais c'est quelque chose qui revient et puis, bon, les besoins sont entendus, on ne sait pas parce que justement, comme vous avez dit très bien, le panneau ne sont pas là. Donc, je pense que c'est le moment de faire quelque chose et justement entendre et mettre des actions sur ces besoins-là. Donc, voilà. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des collaborations avec Parc Canada, par exemple, où justement, où les municipalités mettent ça comme priorité dans leur plan d'action et leur plan stratégique? Merci. Sidiki, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Ben, je peux anticiper des réponses là. Et c'est ça. Je sais que tu sais, nous, en tant qu'experts dans le domaine de l'aménagement, je sais que nous avons un très grand rôle à jouer là-dedans. C'est du côté technique. Et surtout, c'est la question d'accessibilité, c'est vraiment l'élément fondamental là, dans le sujet de discussion et comment rendre l'espace vert ou le parc accessible. C'est à tous. Donc, et je crois que nous, ce qui est important pour nous en tant qu'experts, c'est vraiment l'expliquer en tant que tel. C'est pour que le besoin dans l'élément fondamental puisse être compris dans son contexte, c'est-à-dire l'accessibilité pour qui, pourquoi et comment. Et c'est dans cette portée-là qu'il est vraiment important que euh, les acteurs concernés puissent vraiment le comprendre dans ce sens-là, que ce soit les élus et que ce soit aussi les autres les techniciens qui vont comme intervenir dans l'élaboration ou la réalisation de la stratégie qui va être maintenue. Fadila, Juste vas-y. quelque chose, parce que pour l'accessibilité, peu importe, ça veut dire s'il y aurait de l'accessibilité dans des parcs et tout, mais dans le fond, le but dans tout ça, c'est d'avoir mon autonomie. Donc, parce que toute personne qui vous dit, mais vous serez accompagné quand même. Ça veut dire si un endroit il est accessible, le fait que je suis une personne qui ne voit pas, il faut que je peux me rendre toute seule. Je peux y aller me balader toute seule dans le parc.
Ça veut dire pas parce que peu importe ce qu'ils font comme un aménagement, mais ils te disent, mais de toute façon, tu seras accompagné. Ça veut dire que moi, si j'apprends la technologie, j'ai tout appris pour avoir mon autonomie dans l'œuvre. Vous voyez? Donc, c'est bien de ne pas faire des obstacles et toutes ces choses-là, mais est-ce que je peux y aller me balader toute seule dans un parc? Ok. C'est un très bon point. Et puis, je voudrais aussi revenir, et merci Renata pour l'intervention. Il y a une autre intervention ici? Ah ben, on va le privilégier aussi. Allez-y. Pas de problème. Bonjour à tous. C'est Bah, quoi moi, votre prénom? Clément Badra. Bonjour Clément. Donc moi, je trouve la conversation assez intéressante parce que je suis donc personnellement en situation de handicap vu que je suis en fauteuil roulant, mais je travaille aussi à la ville de Montréal. Donc le concept de planification et de schéma d'aménagement, de plan d'urbanisme, tout ça, je le connais un petit peu. Et en fait, je trouve que la conversation est intéressante parce que c'est vraiment deux mondes qui ne se parlent pas. Il n'y a pas de manque de volonté d'un bord ou de l'autre, mais simplement les processus de planification, ils sont bien faits à la ville de Montréal, ils sont bien faits dans d'autres secteurs, mais simplement quand il y a des consultations de parties prenantes, c'est pas forcément des groupes qui sont sollicités. Et de la même façon, quand il y a des consultations publiques, c'est pas des groupes qui vont aller revendiquer certaines choses à mettre en place. Donc en fait, on est un peu dans un cercle vicieux où les deux personnes, enfin les deux parties prenantes se parlent pas en l'occurrence. Et donc on se retrouve à pas avoir forcément des solutions appliquées dans les documents de planification. Et donc pour ensuite mettre des choses en place quand c'est pas dans le document de planification, c'est beaucoup plus compliqué au pièce à pièce que quand c'est dans un processus systémique. À titre d'exemple, à la ville de Montréal, il y a récemment eu un chantier sur l'accessibilité universelle de la ville de Montréal qui a pris environ, avec la pandémie, 4 ans à être mis en place. En fait, pour un diagnostic de la ville de Montréal. 4 ans, c'est long parce que c'est 4 ans où il n'y a pas d'action, mais c'est 4 ans où on est capable de mesurer où sont les problématiques. Et après, on peut mettre en place des actions. C'est jamais assez rapide quand on est des personnes qui vivent ces enjeux-là. Mhm. Moi, je l'ai vu au quotidien également. Ouais. Mais c'est sûr que si on veut des changements, comme on dit, systémiques, le travail qui doit être fait en amont, il est long. Ouais. Mais Et- après, ça n'empêche pas des actions. Oui, c'est ça le point qui est important aussi, c'est que ça n'empêche pas des actions ponctuelles pendant qu'on fait ces plans systémiques. Et pourquoi est-ce que, et en même temps, je vous pose la question à tous, mais comment est-ce que vous prendriez le fait qu'il y ait un parc à Montréal, le parc Maisonneuve ou un autre, parce que le Montréal, il est quand même sur une colline, qui soit spécialement aménagé de façon quand même, c'est pas très cher d'installer des panneaux indicateurs. Il y a même des systèmes avec des cordes pour pouvoir se guider sur des chemins. Donc, on ne parle pas de centaines de milliers de dollars. Ma question, c'est est-ce que vous trouveriez que c'est plutôt de la ghettoisation ou c'est plutôt une ouverture vers vous? Oui, moi, je pourrais répondre si vous me permettez. Moi, je ne trouve pas que c'est de la discrimination ou de la ghettoisation parce qu'il y a un aménagement qui est accessible, par exemple, aux malentendants ou aux malvoyants, mais tout le monde peut venir parce que je ne vois pas pourquoi il faudrait faire la ségrégation. Alors ça, je répondrai à ce point-là. Je répondrai à monsieur, puis en même temps à monsieur aussi. Bon, vous parlez de vision stratégique avec tout le respect que je vous dois, bien évidemment, mais des fois, on dit souvent, c'est par les petites choses qu'on va en faire des grandes. Puis c'est un exemple que je vous donnais quand on faisait la préparation. Dans mon quartier, à Notre-Dame-de-Grâce, il y a une rue qui a été, durant l'été et l'automne, qui a été fermée à la circulation. Et puis au bout de la rue, ils ont aménagé une véritable mini-forêt, mini petit bois, forêt, j'exagère, mais petit bois, et sur lequel il y avait des arbres, il y avait du sable, il y avait des petites fleurs, il y avait... Et moi, j'y allais régulièrement, je disais, ah, qu'est-ce que c'est bien. Alors, ce que je voudrais vous dire à vous, c'est d'abord merci à la ville de Montréal de faire ça. C'est quand même nos taxes à l'œuvre. Mais ce que je vous dirais, est-ce que déjà, dans les actions que vous posez, on pourrait plus vous encadrer en termes de personnes handicapées? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce petit point-là, il est fantastique, mais si on rajoutait un petit panneau, puis si on mettait un transcripteur convertisseur pour les malentendants, ou si on mettait quelque chose à toucher pour les malvoyants, ce serait super. Mais oui, Voilà. Sidiki, peut-être Ben, voulait intervenir. je trouve que oui. Votre réponse, je pense que oui, elle est très pertinente là. C'est dans les projets les projets futurs, les projets de développement durable. Il faut que ces projets-là soient gérés en partenariat aussi avec tous les acteurs concernés. C'est comme des échanges aussi d'expériences. Oui,
Et est-ce qu'il ne serait pas quand même logique de dire que dans toutes les structures qui s'occupent d'aménagement du territoire, il y ait des représentants systématiquement des gens qui ont des difficultés à circuler dans le territoire, plutôt que d'avoir l'unanimité des gens pour qui c'est normal d'aller à droite, d'aller à gauche. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers une situation comme ça? Parce que nous, on a beaucoup remarqué dans tout ce qui concerne la question de l'accès à la nature ou de la défense de la nature, ben, il y a une énorme quantité de la population qui est toujours exclue. Les minorités racisées, les femmes l'ont été pendant longtemps, donc on est toujours sur le même problème. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir des représentants des personnes concernées siégeant systématiquement dans ces endroits de décision? Ben, Voilà un d'abord, plan stratégique. non, mais c'est sûr. Ouais. D'abord, moi, je trouve que euh, le mécanisme de participation aussi de la population, je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Peut-être que le mécanisme doit être encore de plus en plus, il doit être revu pour donner plus de stratégies pour pouvoir prendre en compte, c'est-à-dire certaines catégories de populations pour qu'ils puissent participer. Mais je sais que de plus en plus, il y a des acteurs plus spécialisés, c'est-à-dire dans les consultations que d'autres municipalités sollicitent de plus en plus dans leur processus de planification. Ça fait en sorte que ils ont plus des techniques de recueillir, c'est-à-dire ou de toucher un peu partout au niveau c'est-à-dire de la communauté, pour toucher un peu toutes les couches de la population. Ouais. Moi, je voudrais des exemples de ce qui a déjà fonctionné. Est-ce que vous en avez, Clément, par exemple? Vous avez parlé de la ville de Montréal. Là, on parle d'augmenter la capacité de consultation, si j'ose dire. Parce que moi, je fais un lien, je ne sais pas si vous le faites aussi, mais je fais quand même un lien avec ce qu'on a dit en tout début de rencontre, où on parlait du stress, qui est quand même le facteur, en tout cas, peut-être la dimension qui est la plus importante pour une personne qui vit avec un handicap. Donc, je ne peux pas m'imaginer que si on est très, très concerné par au quotidien déjà sortir de ce stress constant, d'avoir en plus les ressources d'aller participer à une consultation, d'écrire un mémoire ou de façonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a peut-être des choses qui fonctionnent déjà. Alors, je serais très curieuse, peut-être Clément, je vous regarde parce que vous aviez l'air d'avoir quand même une connaissance de ce que fait la ville de Montréal et peut-être de bien, mais est-ce que vous avez peut-être un exemple à nous donner ou de l'espoir à nous donner? Peut-être un micro pour les gens qui sont sur Zoom. Ah, ok. C'est vrai qu'on devrait se faire un petit temps aussi pour les commentaires, Marie-Ève. Ok, ok. Super. En Clément. fait, ça dépend si on parle d'actions concrètes sur le terrain ou dans le processus de consultation. Les deux. Dans le processus de consultation, le chantier accessibilité universelle de la ville de Montréal, il y a eu pas mal tous les organismes de défense de droits des personnes en situation de handicap qui ont été consultés, qui ont participé au processus d'évaluation des mécanismes de la ville. Donc, on est dans le diagnostic, encore une fois, de l'état de la situation. Il n'y a pas d'actions qui sont posées. Mais Mais question, Clément, comment est-ce qu'on a réussi à les mobiliser? il y a plusieurs façons. Déjà, les organismes, à la base, leur travail, c'est d'aller revendiquer des choses. Mhm. Quand on parle d'organismes de défense des droits, donc quand ils sont sollicités pour remplir leur mission, en général, ils répondent présent. Il n'y a pas eu d'enjeu à ce niveau-là, à ma connaissance, même si moi, personnellement, je n'ai pas travaillé sur le chantier, mais je l'ai suivi de loin. En termes d'actions concrètes, il y a des enjeux, par exemple, quand on parle de piétonisation des rues pour certaines personnes. Dans le cas des piétonisations, il y a des organismes comme Société Logique qui sont spécialisés dans l'accessibilité universelle qui ont été mandatés par la ville de Montréal pour voir quels aménagements devaient être faits. Moi, de ce que je vis en tant que personne en fauteuil roulant, l'exemple que j'ai remarqué sur la piétonisation, c'est qu'au milieu de chaque bloc, il y a des rampes qui ont été installées. Ça fait qu'on peut marcher dans la rue, se déplacer dans la rue, et puis on n'a pas à faire un tour de bloc pour rejoindre le trottoir, pour monter sur le trottoir. Il y a des rampes qui sont installées dans le jeu stratégique, il y a des toilettes qui sont accessibles pour des personnes en fauteuil roulant. Donc, ce genre d'aménagement qui permettent de vivre l'espace de la même façon que quelqu'un qui n'a pas de handicap. Donc, c'est quelques exemples. Clément, juste une question. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a plus d'aménagements faits à Montréal pour les personnes qui sont en fauteuil roulant que pour les personnes qui sont sourdes ou aveugles, par exemple?
Je pense que moi, je peux pas parler là-dessus parce que je suis plus sensible aux aménagements pour les personnes en fauteuil roulant. Donc, j'ai pas le regard d'une personne qui va être sourde ou aveugle à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des enjeux par rapport aux feux sonores, dans les mécanismes de mise en place des feux sonores. D'ailleurs, c'est une des choses qui a été identifiée dans le chantier comme quelque chose qui doit changer, le processus de mise en place de feux sonores aux intersections. Mais j'aurais pas l'expertise pour être capable de me prononcer là-dessus exactement. Christiane? Ça prendrait des statistiques, évidemment, donc je ne veux pas parler sans connaissance de cause, mais ce que je peux dire, c'est quand même en grande progression pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors, on va avoir des panneaux, par exemple, dans les hôpitaux maintenant. C'est peut-être pas de Montréal directement, mais c'est un exemple où maintenant, il y a un numéro qui s'affiche, puis on, parce que le nombre de fois où j'ai passé mon numéro, puis je retourne à la case départ pour le Ouais. permis de conduire et autres parce que je n'avais pas entendu. Mm. Alors oui, c'est en progression, mais il faut que ça prendrait des statistiques qui sont là certainement, hein. On pourrait- Avant de laisser parler Christiane, je reviens à Clément. On a parlé du milieu urbain, mais en nature. Qu'est-ce que vous constatez en termes d'aménagement pour des personnes en fauteuil roulant? Je pense qu'en nature d'expérience, c'est encore un challenge. Après, il y a un niveau de réalité. Il faut être réaliste. Je ne vais pas aller faire une randonnée où il y a 2000 mètres de dénivelé avec des rochers à droite et à gauche. Donc, il faut rester relativement réaliste sur ce qui peut être rendu accessible ou ce qui peut ne pas l'être. Je pense que la CEPAC a fait des efforts ces dernières années au niveau du Québec, notamment avec avec certains fauteuils, certains matériels qu'on peut avoir gratuitement dans les dans les chalets des parcs nationaux. Il y a toujours du progrès, mais par rapport à ce que c'était il y a 15 ans, il y a déjà eu des améliorations à ce niveau-là, notamment au niveau du matériel accessible. Il y a des organismes comme Siva qui compensent aussi le manque de matériel en proposant de louer du matériel qui permet d'aller en nature. Mais en termes de plan stratégique, je ne sais pas ce qui a été mis en place à ce niveau-là, par contre. D'accord. En tout cas, l'idée d'avoir une personne qui représente ces groupes ou un organisme qu'on invite dans les rencontres ou dans les consultations, je pense que c'est vraiment primordial. Christiane, vous voulez dire quelque chose? Oui, bien, en milieu urbain, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait pour l'adaptation, comme par exemple, quand vous arrivez à un coin de rue, je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est accessible pour les fauteuils roulants, mais pour les aveugles, on ne pouvait pas vraiment sentir quand tu arrivais à la rue. C'est pour ça qu'il y a des petits points, des petits points sur les tuiles pour avertir que qu'on arrive au coin de la rue. Dans le métro, la même chose pour indiquer qu'on arrive au quai. Ben, il y a une petite marge qui est jaune avec des petits points aussi. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'aspect tactile, puis aussi sur le contraste. Plus il y a de contraste, comme dans les escaliers, si tout est brun puis le plancher est brun, ben c'est sûr que c'est difficile. Mais s'il y a un contraste il y a des endroits où le bout de la marche est contrastant, ben ça l'aide aussi. Ou quand on arrive au plancher, c'est pas la même couleur que les marches, ben c'est sûr que ça l'aide. Donc, si on avait le même souci par rapport à la nature, je pense qu'on ne s'est pas attardé encore comment on peut rendre accessible la nature. On s'est attardé beaucoup au milieu urbain parce que les gens vivent en milieu urbain surtout, mais je pense qu'il y a une grosse réflexion à faire par rapport à l'accès à la nature. Oui, oui, d'autant plus que pour les malentendants, on dit toujours que c'est un handicap invisible. Donc, on se sent un peu relayé à cause de ça. Et puis, on l'a dit, les questions de santé mentale, c'est hyper important de vous avoir dans la nature aussi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans la salle? Non? Je ne sais pas où est Marie-Ève, mais elle avait une foule de commentaires de la part des gens qui nous suivent. Sidiki, j'avais une question, on s'en était parlé en préparation, c'était de savoir est-ce que vous aviez des exemples peut-être de projets d'aménagement inclusif qui étaient, qui valaient la peine, dont il valait la peine de s'inspirer? Mais honnêtement, sur ce plan-là, l'expertise, j'en ai pas. Mhm. Mais je sais quand même que pour les non-voyants, dans ma région, là, il y a une fondation Fondation Mira, pour les chiens, c'est-à-dire qui accompagne les personnes à mobilité réduite.
moi, je trouve que tu sais, ce genre d'initiative, c'est quand même intéressant à encourager, tu sais, à considérer aussi dans les stratégies aussi, là. Et c'est sur cet exemple-là que je trouvais vraiment très pertinente aussi d'amener dans la discussion. D'accord. Eh Moi, je bien, voudrais poser une question à Elisabeth Fadila. Si vous pouviez décrire votre forêt idéale, à quoi ressemblerait votre forêt idéale? on pourrait la poser à Elisabeth aussi, puis à Clément. Oui, oui, ben oui, c'est ça. À quoi elle ressemble, cette forêt? Pour moi, la forêt idéale, que ce soit, il y a pas de danger, par exemple, il y a pas de, de poubelle, De poubelles. oui, Ah, OK. de verre cassé dans le Ah oui. gazon, dans Mm. l'espace de marche. S'il y a une petite rivière, quelque chose comme ça, il faut avoir des bordures à la limite. Euh, Des choses à toucher. oui, des choses, des choses. L'essentiel, il y a pas de pointe, de métal, OK. des trucs, des escaliers. Ça veut dire, toute une nature, tu construis des escaliers au milieu de la nature. Je sais pas trop. Que ce soit vraiment la nature comme elle est, s'il y a des trucs du danger, ça veut dire une pente, un trou, une rivière, quelque chose comme ça, que elle soit détaillée ou bien avec une bordure sécuritaire que une canne peut toucher ou bien que quelqu'un peut toucher, c'est tout, hein. Et des animaux. Ça serait quoi le rapport avec, par exemple, Par exemple, ici, j'ai su qu'il n'y a pas de serpents. J'ai toujours eu peur des serpents. Donc, à part les serpents, je me dis tous les animaux, eux aussi, ils ont leur santé, ils vont pas s'approcher de vous, ils vont pas vous nuire d'une façon. Donc, j'ai jamais eu peur des animaux en dehors de chez moi. À Donc, part les serpents. C'est surtout l'aspect sécurité, quoi. Il faut vraiment que ce soit Ouais, une c'est forêt juste la sécuritaire. sécurité. Voilà. Parce que super. quand on se rajoute des matériaux qui sont pas accessibles, c'est ça le danger dans le fond. Parce que c'est pas la nature elle-même qui est dangereuse. C'est le, le, le danger qu'on se rajoute dans le fond. OK. Ouais. Elisabeth, le micro? Moi, évidemment, ça va être le complément. Alors, nous, pour les malentendants, c'est surtout le visuel. Alors, par exemple, si on peut se promener, comme je disais un peu tout à l'heure, comme dans les musées, on arrive devant un arbre ou on arrive devant une cabane, puis là, on va entendre peut-être les outardes ou les oies. Alors, si on pouvait, surtout pour ceux qui sont euh, complètement sourds, d'avoir, par exemple, les dictionnaires et les dictionnaires de signes, donc un panneau qui serait visuel, animé, pas uniquement un panneau en carton. Et puis avec les langues des signes qui expliquent, ben là c'est le rouge-gorge, là c'est l'outarde qui va passer parce que c'est l'automne, ça. Et puis pour les malentendants, surtout des endroits de paix, des endroits, comme des alcôves, un peu comme des oasis dans un parc. Alors ça peut se faire certainement dans Montréal. Donc c'est ça que j'avais pris comme note. Et Tu parlais des puis, cascades aussi, des pardon. cascades d'eau. Des cascades Oui, les d'eau. cascades d'eau, oui, puisque je racontais effectivement à Emilia. Moi, comme tous les malentendants, j'ai beaucoup d'acouphènes, mais des fois, c'est un marteau-piqueur dans l'oreille puis le frigidaire dans l'autre. Et quand on passe devant un cours d'eau, une cascade d'eau, tout d'un coup, on l'oublie, ça se passe. Alors, il pourrait avoir même, pourquoi pas, de l'imitation de la cascade d'eau, s'il n'y a pas moyen, si c'est trop cher de mettre une cascade d'eau. Ils en ont mis une au Mont-Royal, hein. Ils en ont fait une à un endroit, là. Il y a l'eau qui coûte. Je me mets à côté, puis je prends un livre, c'est le bonheur. Et donc, je dirais ça. Donc, le visuel, le paisible, la paix, puis aussi un peu la question de sécurité, ne pas être surpris par, quel- par un bruit, quelque chose qui arriverait derrière nous, puis on ne l'aurait pas entendu arriver parce qu'on n'entend pas bien, quoi. Donc, je dirais que c'est un petit peu ça. J'avais pris, par exemple, avoir
des boucles d'induction magnétique donc, qui permettent à nos prothèses, par exemple, de focuser uniquement sur l'oiseau, focuser sur le petit canard ou pourquoi pas peut-être même l'enfant qui joue dans la mare. Donc, je dirais un petit peu ça. Donc, visuel et l'alcôve, la paix, l'oasis dans le parc en pleine nature ou dans le parc citadin. Il faudrait impliquer aussi les fabricants de prothèses dans Ouais, mais ce type de discussion. Ouais. c'est intéressant parce que Fadila, je me souviens quand on avait fait la reconnexion nature avec les aveugles, moi j'avais été très frappé de voir après les témoignages qui disaient à peu près la même chose qu'Elisabeth, c'est que finalement, ils vont chercher la paix dans la nature. Exactement. C'est vraiment ça qu'ils vont chercher. Donc fournir une forêt qui fournit la paix. Parce que si nous, on fonctionne avec les systèmes sonores, si je vous dis que c'est bien de mettre des trucs sonores sur le danger, ce ne serait pas une nature. Mais par contre, si vous allez faire un truc de sonore avec des sons de la nature, ça c'est super génial. Comme elle C'est dit, fantastique à faire. Hein. On un devrait truc faire ça. sonore, mais avec des bruits de la nature. Ouais. Il ne faut pas sortir de la nature. Et aussi, pour avoir une sécurité de faire le tour du parc, de faire une petite balade dans le parc, d'avoir une petite ruelle cyclable pour avoir le tactile pour la canne blanche, pour faire le tour, qu'on ne va pas se perdre c'est-à-dire dans le jardin, dans une forêt, quelque chose comme ça, OK. pour que soit réellement accessible si une personne se déplace toute seule. Donc, C'est On va très écouter intéressant parce qu'on est en train de faire une forêt thérapeutique en Belgique, près d'un hôpital psychiatrique. Et je vais vraiment garder en tête ce que vous me dites, parce que nous, on veut absolument que cette forêt soit accessible à tous les types de publics. Oui. Donc, on va faire ces aménagements-là. On va leur demander de faire ça. C'est très intéressant. Clément, on complète la liste d'épicerie. On complète les épiceries. Moi, c'est un point de vue assez personnel, mais je suis biologiste de formation et donc le fonctionnement des écosystèmes, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, avoir un accès à un milieu naturel où on voit les écosystèmes se développer comme ils le sont en pleine nature, qui est difficile d'accès en fauteuil roulant, c'est quelque chose qui fait toujours rêver. À titre d'exemple, à Vancouver, ils ont le Stanley Park qui est à 200 mètres du centre-ville, qui est avec un niveau je pense que c'est 4 km², c'est particulièrement préservé au niveau naturel. Puis au milieu du parc, de la même façon qu'au Mont-Royal, il y a le parc des castors, il y a le lac des castors, ils ont un lac des castors. Sauf que le lac des castors à Stanley Park, il est 100% naturel, il y a un petit sentier en terre battue autour, mais c'est pas bétonné. Et on voit le processus d'eutrophisation du lac, donc de transformation du lac en prairie à travers le temps qui laisse se passer naturellement, avec des explications, avec des panneaux informatifs tout autour du site. Et moi, c'est un lieu que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est un point d'accès qui est rare quand on est en fauteuil roulant, mais là, il est relativement accessible parce que dans un parc urbain, certes de grande envergure, mais un parc urbain quand même. Et donc, c'est un site d'aménagement qui change un peu la dynamique. Et quand on parle d'accès à la nature, même si on est en centre-ville, on ne sent pas qu'on est en centre-ville. Donc, c'est des petits exemples comme ça de choses qui peuvent être intéressantes. C'est super. Ben, on va devoir terminer notre discussion que j'ai beaucoup appréciée. En tout cas, j'espère que tout le monde a appris beaucoup des préoccupations, des idées aussi qu'on a pu se lancer. Moi, je retiendrai en tout cas 3 mots-clés. C'est sécurité, c'est consultation. Il faut absolument faire cet effort d'amener ces personnes dans les instances de consultation. Et le troisième, en fait, je m'en souviens plus. Mais la paix, c'est ça, c'était la paix. Donc, ben, merci à tous, hein, merci beaucoup pour vos contributions. Et je veux juste vous rappeler que, comme je vous le disais tantôt, c'est une série. Donc, on a 3 panels de discussion, donc excluant celui-ci, il en reste 2. Donc, le 25 février, on va s'attarder sur… En fait, on va accueillir des artistes issus des minorités visibles parce qu'on voudrait comprendre quel pourrait être leur rôle de mobilisation dans la transition écologique, donc des minorités aussi visibles, donc à travers l'art, ça va être très intéressant. Et puis le 25 mars, nous allons accueillir des panélistes pour discuter un peu de maintenant l'apport que peuvent avoir les seniors dans justement toutes ces réflexions. Il y a les besoins des seniors à prendre en compte aussi. Donc on va vraiment avoir une belle discussion à ce sujet. Donc
Toutes les informations vont être sur le site internet de la Maison du développement durable. Donc, vous pourrez aussi vous inscrire. C'est gratuit. Ce sera aussi enregistré, mais je vous invite vraiment à venir nous voir ici et poser des questions, participer comme l'a fait Clément, que je l'ai mis sur le spot à plusieurs reprises, mais c'était tellement intéressant. Donc voilà, on va se retrouver le 25 février pour la prochaine discussion. Donc merci à tous. On a de quoi manger dans le fond. Donc ça va être notre ami Mathieu Zin qui nous a préparé de belles choses à grignoter. Ben, je vous souhaite une très belle soirée, surtout ceux qui sont maintenant à minuit en Europe et en Afrique du Nord. Ben, bonne nuit et merci encore de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.